J'avais envie aujourd'hui de lire un peu de sociologie, et donc j'ai ouvert Dans quelle société vivons-nous de François Dubé et Danilo Martuccelli. J'en ai lu quelque chose de très intéressant sur euh, l'individu moderne. Qu'est-ce que c'est l'individu moderne? Alors il s'avère que l'individu moderne, il est pris un peu entre l'étau de il oscille en fait entre deux pôles qui sont la perte de, on va dire, de ritualisation sociale et de normes sociales fortes euh, et le discours prégnant de réalisation de soi, d'individualisation dans tes choix, dans ton autodéterminisme. C'est-à-dire que aujourd'hui, ça fait maintenant deux ou trois dizaines d'années que le dépassement et l'évolution sociale que tu peux réaliser dans ta vie par rapport à la place de tes parents, donc voilà l'évolution sociale, euh, tu peux, tu as le droit, voire même c'est bien vu. euh, le tournant que notre société a pris dans les années 70 visant à aller vers plus d'individualisme amène à amener les individus à devenir de plus en plus maîtres d'eux-mêmes et de leurs choix. Euh, je veux dire que par là que ça a du bon, euh, plus d'individualisation et de liberté individuelle, voilà. Ça a eu aussi du mauvais, euh, mais en soi, le fait que ce soit accepté et même quelque chose de reconnu que de dépasser des déterminismes familiaux euh, au cours de ta vie est une bonne chose. Mais ce qui se passe, c'est que donc en tant qu'enfant, on va à l'école, l'école dans l'idée de nous apprendre des choses, de développer notre esprit critique sur le papier. Hein, je ne suis pas en train de dire que l'école répond à tout ça, mais sur le papier, euh, l'école est un lieu d'apprentissage, de socialisation et de développement de l'esprit critique, notamment permettant ensuite de faire des choix pour soi-même et de s'auto-déterminer dans notre vie, dans notre parcours de vie en tant qu'individu, dans notre société. On a le droit de choisir où est-ce qu'on veut être, qui on veut être, et d'ailleurs le discours est encore présent aujourd'hui. On incite les jeunes et les gens, d'ailleurs, les reconversions professionnelles, tout âge en fait, les reconversions professionnelles sont de plus en plus acceptées, soutenues, voire même l'idée de faire un seul métier dans sa vie n'est plus une règle en soi, mais c'est tout à fait accepté et compréhensif et même normal de se dire aujourd'hui qu'on fera différents métiers dans notre vie. Et d'ailleurs, les métiers évoluent bien plus rapidement que ce que ça a été il y a quelques dizaines d'années, au siècle dernier. Donc voilà, on est dans une société qui va vite, plus vite, qui change beaucoup, et donc on comprend et même on incite les individus à s'adapter à ça en partant d'eux-mêmes, de qu'est-ce qu'ils veulent faire. Ils sont libres et égaux en droit, mais aussi en déterminisme. Alors après, il y a plein de plafonds de verre dans notre système qui sont présents, je ne les nie pas. Il y a des questions d'héritage, voilà, de point de départ, on n'est pas tous égaux. Je dis juste sur le papier, hein, on est dans de la théorie. La théorie, c'est ça actuellement dans notre société. Ce qui m'a donné envie d'allumer cette caméra aujourd'hui, c'est que cet individu moderne va se retrouver à aller à l'école, on va lui apprendre plein de choses, et notamment à penser par soi-même, mais donc ce qui se crée, parce que il y a des classes dominantes et des classes dominées,
parce qu'il y a une hiérarchisation des classes sociales dans notre société, finalement, la culture universelle qui va être transmise inconsciemment, c'est la culture dominante. C'est le fait de réussir professionnellement, d'avoir une carrière, de développer des compétences, etc. etc. Allons plus loin, d'acquérir un bien immobilier, d'avoir un certain style de vie qui reprend les codes de cette classe sociale dominante. Et c'est ça la culture euh, qu'on va transmettre en fait. Et le problème, parce que ce qui est noté comme un problème et ce qui est critiqué dans notre système éducatif par, pas moi, Noémie, mais l'illustre Pierre Bourdieu, et JC Passeron. Alors je sais pas, JC, ce que c'est comme prénom. Je m'en excuse. C'est que... alors attendez, comment ils disent ça, Dubé et ça, Martuccelli. La socialisation n'est pas seulement perçue comme une répression des pulsions, c'est-à-dire que le processus de socialisation dans l'histoire, comment il est apparu et a été défendu et expliqué, c'est un processus qui permet aux individus de calmer, de contenir leurs pulsions, on va dire, pour schématiser grosso modo, animales, c'est-à-dire on va commencer à se taper dessus, on va se faire la guerre, on va se machin. Non, la socialisation, ça nous permet à apprendre à vivre en société. C'est ça le but d'une socialisation, de la socialisation. Donc ce n'est pas seulement perçu comme une répression des pulsions, c'est une véritable programmation de l'individu. Donc ce qu'on va intérioriser, c'est que plein de concepts pour vivre en société, qui vont nous programmer, qui vont faire partie de la construction de notre croyance, de la construction de nos valeurs, mais essentiellement de nos croyances vis-à-vis de comment on doit fonctionner en société. La socialisation est une véritable programmation et l'individu, le sujet individu dans la définition sociologique de l'individu, n'est qu'au mieux un style personnel. C'est-à-dire que dans ce grand ensemble de valeurs, de croyances, de ce que l'on va te dire comme principe pour fonctionner en société, et aussi te dire quels droits tu as en tant qu'individu dans cette société. C'est pas juste c'est des droits et des devoirs, hein. C'est comme dans la citoyenneté. C'est-à-dire que tu as le droit de trouver ta voie, de faire le métier qui te plaît, de prendre la place que tu veux dans la société, tant que cette place répond à nos valeurs communes et la mise en place, oui, voilà, nos valeurs communes en tant que société, qui sont vivre ensemble de manière apaisée et cordiale, ne pas se taper dessus, accepter la différence de l'autre, que ce soit dans sa religion, dans sa couleur de peau, dans ses capacités physiques et mentales, dans sa manière d'être et de vivre, dans les choix qu'il fait également. Euh, Ça, c'est tout le voilà, un peu les droits et les devoirs de l'individu dans la société. Genre, t'as le droit d'être qui tu veux, euh, et donc ça va de pair avec accepter que les autres soient qui ils ont envie d'être. Voilà, grosso modo. Et donc, être un individu dans tout ce truc de tu peux être toi-même, finalement, tu peux être toi-même, mais avec tellement de programmation autour de ce que tu peux faire, qui tu peux être, et quels sont les buts à atteindre dans la vie, c'est-à-dire développer ta capacité, enfin voilà, on revient sur les capitaux, hein, capitaux économiques, sociaux, culturels. En plus, maintenant, on peut rajouter être en bonne forme, en bonne santé, faire du sport, machin, tout ça.
On peut dire aussi que faire de l'associatif, c'est bien vu, genre tu fais du bénévolat avec des enfants ou des animaux ou je sais pas quoi, oh là là, tu es un individu tellement plus positif. Aux yeux de la société, tu es bien vu, tu es un atout, tu es une plus-value, tu vois. Toi, t'es bien. Par contre, si au-delà de bon, t'as un boulot, mais sans plus, tu rentres chez toi et tu fais rien, là par contre, au point de vue de la société, bon, moyen. Mais encore que t'as un boulot, donc quand même tu contribues à l'effort, donc après, t'as aussi le droit à un moment dans ton temps libre de rester chez toi et de te reposer, t'as le droit. Par contre, si en plus t'as pas de boulot et que on a l'impression que tu glandes parce que c'est faux, parce que c'est toujours des gens qui font des suppositions sur des comportements d'autres gens, mais sans connaître la vérité. On ne fait que présupposer ce qui se passe dans la vie des autres. On croit toujours que l'herbe est plus verte ailleurs ou que le voisin est moins bien que nous, parce que nous, quand même, ça va, on se persuade dans notre petit système, euh, dans notre petit confort quotidien et dans notre tout le monde croit qu'il est bon, que ça va, que dans sa vie c'est cool, il fait les choses bien. Et on se persuade tous de ça, mais on a besoin des autres pour comprendre qu'éventuellement là, ce qu'on est en train de faire, ça dépasse la limite de t'es en train de marcher sur mes plates-bandes. Donc en fait là, tu vas trop loin dans l'exercice de ta liberté. Tu ne vas plus dans le sens de je fonctionne bien avec les autres. Euh, donc, donc en fait, c'est ça, on est, tout ce qui semble être quelque chose de positif et de optimiste dans la théorie de l'éducation moderne et de la sociologie moderne, c'est-à-dire chaque individu peut être qui il veut être, euh, euh, par le développement de son esprit critique, il est capable de comprendre le monde qui l'entoure, de mieux se comprendre lui-même, et donc de prendre sa place et de trouver sa place qui lui permet de s'épanouir. Et donc comme il s'épanouit, il va se sentir bien et être bien avec les autres. La critique qui est faite à ce système-là par Bourdieu et Passeron, c'est que tous ces éléments-là se sont transformés, tout ce qui semblait être des éléments permettant, étant positifs et optimistes pour les individus, se sont chargés d'une valeur négative. Je vous avoue que je reprends les termes du bouquin. Mais ils se sont chargés d'une valeur négative, c'est-à-dire que la culture universelle devient celle des classes dominantes. La neutralité de la forme scolaire devient une ruse et une dénégation, c'est-à-dire que on te dit que tu peux devenir qui tu veux, mais on va pas t'apprendre à découvrir qui tu veux être, on va te demander d'apprendre. On va te demander d'apprendre des choses, plein de choses. On va pas te demander de comprendre, on va te demander d'apprendre. D'ingurgiter même. Euh, d'ingurgiter du savoir, d'ingurgiter des choses qu'on va te demander de ressortir. Donc c'est dans ce sens-là où c'est vraiment ingurgiter, mâcher et de recracher le truc. Mais on ne te demande pas de digérer l'information, on ne te demande pas de prendre du recul face à cette information, notamment dans des disciplines telles que l'histoire, les sciences économiques et sociales, euh, tu, la philosophie, c'est... On a besoin de pouvoir prendre du recul et de trouver l'objectivité dans ce qu'on nous transmet, et tout ce qu'on va nous transmettre, il est par nature subjectif parce qu'il dépend, enfin c'est des personnes qui ont écrit des programmes, qui ont une certaine vision de ce programme-là. Par exemple, c'est François Closet, je crois, dans Le bonheur d'apprendre, qui date de 96, hein, ça date déjà un peu, mais qui disait déjà, qui explique en fait à travers ce livre à quel point les programmes scolaires, par le simple fait qu'ils soient pensés par des spécialistes de la discipline, créent un gap
entre ce qui est transmis et ce que l'élève, l'enfant classique qui est là est en capacité de comprendre. C'est-à-dire que ce sont des experts d'une discipline qui vont créer des programmes à destination d'enfants, c'est-à-dire des gens qui n'en savent rien, des humains qui ne connaissent pas la discipline, qui ne connaissent pas, qui ne comprennent pas. Et notamment, il explique à un moment dans l'histoire, je ne sais plus quand c'était, dans l'histoire récente de la Ve République, hein, quand on est passé de l'apprentissage des maths classiques aux maths modernes, donc là on parle de mathématiciens qui à un moment se sont réunis, ceux qui faisaient de l'algèbre, de la géométrie, de plein de sous-disciplines des mathématiques, ils se sont réunis et se sont dit, bon, ce serait bien qu'on trouve une manière de parler d'un point de vue mathématique, avec des concepts, des chiffres, voilà, une manière de faire des mathématiques qui puisse être applicable à toutes ces sous-disciplines, que ce soit l'algèbre, la géométrie, et là j'en connais que deux, mais il y en a d'autres, pour simplifier nos échanges. Alors, ça simplifie sûrement pour vous, qui êtes des professionnels et des experts de cette thématique, mais du coup, on se retrouve avec, en tant que petit enfant, être humain sur cette terre, hein, on ne connaît pas grand-chose, on découvre la vie, on est aux prémices de notre vie, on nous demande de comprendre des concepts tels que des équations à deux inconnus. Alors que les maths, c'est quoi? C'est savoir compter. Pourquoi on a mis des maths dans le programme scolaire? Parce qu'on a dit qu'à un moment, c'était utile de savoir compter. De pouvoir, du coup, ensuite faire des échanges entre nous. De pouvoir commercer, de pouvoir répondre à nos besoins. Ou également de pouvoir mesurer des distances, mesurer des volumes pour construire des bâtiments, pour construire des choses avec nos mains. C'est des mathématiques concrètes, ça. Mais non, 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 non. Très très rapidement dans le programme des mathématiques, on passe à des mathématiques abstraites. Et alors là, décrochage de beaucoup de gens, de beaucoup d'humains, parce que c'est pas simple. C'est très... voilà, c'est compliqué. Et ça, c'est parce que c'est pensé par les programmes scolaires sont pensés par des personnes qui ont fait qui sont allés à l'université dans cette discipline, c'est-à-dire qu'ils en ont fait leur domaine d'expertise, de vie. Ils sont mathématiciens, ils font que ça de leur vie. Enfin, que ça, ils ont d'autres hobbies et d'autres choses dans la vie, mais ils sont experts du domaine. Je pense pas qu'on puisse demander à des enfants de 13-14 ans de comprendre des concepts qui sont développés à l'université. Enfin, c'était une révélation pour moi de lire ce bouquin, parce que là je dis je, alors que c'est un propos qui est dit par du coup François Closet, mais je suis tout à fait... ça me semble pertinent de se poser la question, en fait. Et donc oui, revenons à l'école. La scolarisation, au-delà d'un espace de socialisation qui permet d'apprendre des valeurs communes, qui permettent de fonctionner en société, c'est un espace aussi où on va te transmettre des savoirs. Voilà, c'est un espace de transmission de savoir. Et dans cet espace-là, avec tous les savoirs que tu as à apprendre, à comprendre, et ben, ça laisse assez peu de place, je pense, au développement de l'esprit critique. Parce qu'au final, comment on développe notre esprit critique? Comment on le développe en tant qu'être humain? En posant des questions, en se questionnant sur les choses, en allant rechercher des informations, différentes sources d'informations. On recroise tout ça et on en forme une opinion, une vision des choses qui est plus complète, qui est plus globale. Ça, c'est comme ça qu'on développe notre esprit critique. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui à l'école, on ne fait pas ça. On n'a pas le temps de faire ça. On n'a pas le temps. L'intention est peut-être là, mais il y a beaucoup de choses à faire.
Et moi, j'ai passé toute ma scolarité à entendre des profs qui disent faut qu'on se dépêche pour pouvoir finir le programme. Parce que c'est ça qui est important. En quoi c'est important? En quoi c'est important? On passe des années, les années de notre vie où on a besoin, je vais encore dans un autre domaine, mais physiquement et mentalement, on a besoin de bouger notre corps à l'adolescence, à l'enfance et l'adolescence. Et c'est un moment de notre vie où on va rester assis à ingurgiter des savoirs. On n'a pas le temps de les processer dans notre cerveau et on doit les ressortir de manière très abrupte. Tout ça parce qu'il faut boucler le programme. C'est une vision un peu... comment dire? À la chaîne de l'éducation. On est dans une usine à production de bacheliers capables d'aller dans des études supérieures. On est dans une usine de production de diplômes. De diplômés, de personnes qualifiées pouvant ensuite intégrer le monde du travail. Et bim badaboum, et ben, le monde du travail, il n'y a pas beaucoup de place pour nous. Donc, tous les termes de l'équation optimiste de l'éducation et de la sociologie, de l'éducation et de la socialisation, se chargent d'une valeur négative, la culture universelle devient celle des classes dominantes, la neutralité de la forme scolaire devient une ruse, une dénégation, l'autorité pédagogique devient une violence symbolique. J'ai bugué au milieu de la phrase. L'autorité pédagogique devient une violence symbolique. Exactement ce que je disais juste avant. Il faut finir le programme. Je dis pas que les profs sont en train de violenter les élèves. Je dis que le système de l'éducation violente les enfants. C'est de la violence symbolique. Je reviendrai pour discuter d'autres sujets. Faut faire quelque chose là, non? Faut qu'on change ça. On va pas continuer comme ça. Faut changer ça. Là, c'est très intéressant. À bientôt!